Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce 20h30 de Polar 2 avec Polar TV. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2015. Les titres: la réforme du tourisme, acte 2. Nous verrons les changements à venir dans le secteur du tourisme polarien. De nouveaux royaumes de Mandelsi sont devenus autonomes. Dès hier, nous serons avec Alfred Valamir qui nous résumera la situation sur place. Ce samedi, l'UP sera en sommet extraordinaire. Une grande réforme est annoncée. Dimanche dernier avait lieu le second tour des élections sénatoriales. Nous serons en direct d'Edinburgh avec notre envoyée permanente. Et en ce second jour de juillet, nous ouvrirons dans ce 20h30 notre premier carnet de l'été. Ce sujet beaucoup plus léger à la fin de votre JT. Cela faisait presque un an que le dossier de la réforme du tourisme avait été ouvert par Aurélien Cassel ainsi que par son ministre du Tourisme, Axel Lefort. Ce midi, le gouvernement a publié cette réforme justement constituée de 8 mesures principales qui sont faites pour améliorer les conditions de séjour des très nombreux touristes polariens. Parmi les principales mesures, déjà celles dont une partie avait été dévoilée dans le budget 2015, les primes tourisme sont donc des subventions adressées aux professionnels du secteur pour les aider à faire des travaux ou des investissements pour améliorer la qualité de leurs services. Cette mesure sera couplée dès le 1er août par des baisses d'impôts pour les nouveaux hôtels ouvrant sur le territoire national. Le gouvernement annonce que 100 000 établissements recevront une aide de l'État. Dans les autres mesures, le lancement d'un organisme d'État Tourisme Polaro pour en faire la promotion à l'international, l'ouverture d'autres offices de tourisme ou encore la mise en avant de la gastronomie. Deux grands complexes hôteliers devraient aussi voir le jour dans le Haut-Lac. Ces deux nouvelles structures écologiques devraient pouvoir accueillir 3000 touristes dès l'an prochain. La Mandelsi et Justine de Salami continuent les réformes. Là, ce sont deux nouveaux royaumes qui sont devenus indépendants le 1er juillet, soit hier. Alfred Valamir nous résume la situation sur place. Encore merci à lui. Bonjour à tous. Alors, concernant la Mandelsi, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Mandelsi a créé 4 communautés autonomes. Les premières ont été mises en place en avril 2015 et les dernières ont été mises en place mercredi dernier, donc le 1er juillet. Alors, ces communautés autonomes, donc le Dunvegan au nord, la Crosovie au sud, le royaume de Femi au nord-est et la Choufisi complètement à l'est, sont des royaumes qui ont eu par le passé assez peu de relations avec le reste du pays, enfin des royaumes. Le Dunvegan et la Crosovie n'étant pas des royaumes, mais plus des régions rattachées au Pixbourg. Enfin, c'est tout du moins comme cela que c'était présenté avant. Maintenant, ce sont des communautés autonomes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas ou peu de liaison avec la Mandelsi continentale et qu'elles mènent une politique complètement indépendante. Donc ça, c'est pour les communautés autonomes. Alors, qu'est-ce que ça va vraiment changer pour la Mandelsi ? Techniquement, pas grand-chose. La seule chose, c'est qu'il va y avoir que c'est en fait un premier pas vers d'autres réformes plus importantes, plus en profondeur. Justine de Salami voulait clarifier le statut de ces zones, leur donner un statut officiel et non juste oral en fait comme c'était le cas auparavant. Il était de mise en fait pour les différents rois les différents souverains qui se sont succédés en Mandelsi de ne pas s'occuper de ces royaumes, de les laisser un peu pour compte et puis donc de les laisser mener les laisser faire ce qu'ils voulaient. Et donc le statut de communauté autonome leur permet maintenant de légalement faire ce qu'ils veulent. C'est un petit peu particulier, donc quand on pense notamment que c'est Justine de Salami elle-même qui a signé le statut de communauté autonome pour le royaume de Femi, pour laquelle elle est en fait encore actuellement la reine. Donc bon, c'est vrai qu'il y a quelques petites choses assez difficilement envisageables d'un point de vue éthique, je dirais, mais dans l'ensemble, ce statut vient clarifier une situation vieille de presque 150 ans et qui était vraiment presque inacceptable en fait. Vous dites donc, Alfred, que cette autonomie ne serait donc qu'un premier pas vers d'autres réformes. Avez-vous des pistes ou déjà des informations ? Alors, que doit-on envisager maintenant pour la suite ? Justine de Salami nous a parlé très longuement du
pour le rejet œdème. Il n'est pas encore officialisé, mais on sait qu'elle le prépare activement avec tous ses conseillers. Alors, selon nos premières sources, on a déjà quelques pistes, hein, évidemment, c'est d'un plan, comme son nom l'indique, de développement économique de la Mandélsie, donc le volet économique sera très étendu, mais pas seulement. Vous avez certainement aussi entendu Justine de Salami parler d'une instauration d'une république en Mandélsie. Et à ce titre, le plan œdème comprendra un volet politique qui prévoit l'instauration de cette république. Alors, selon nos premières sources, cette république devrait être un petit peu particulière, sous la forme d'un ancien royaume un petit peu disparu, qui est assez légendaire, qui se nomme Livanoa, pour certains si vous le connaissez. Les dirigeants en fait ne seront pas un, mais trois, et seront élus au suffrage universel. Donc la démocratie va être véritablement installée et Justine Salami devrait avoir plus un rôle de conseillère dans cette future république et non plus un rôle de dirigeante. Concernant maintenant le volet économique, la Mandélsie mise sur un développement écologique de son économie. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire l'erreur qu'ont fait toutes les démocraties du monde GC, c'est-à-dire baser leur économie sur l'industrie sans se préoccuper de l'environnement. Et d'ailleurs, ces économies y reviennent actuellement. Donc, l'idée est ici d'utiliser des procédés écologiques, des procédés par exemple de reconversion des déchets. On sait que le problème des déchets est un énorme problème dans le monde GC, et donc Justine de Salami, qui était scientifique évidemment, a décidé, ou a plutôt pensé à créer des usines qui seraient spécialisées dans le traitement de déchets. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le recyclage, puisque c'est ni plus ni moins du recyclage, coûte très très cher, mais si on le fait à grande échelle, on peut penser que cela puisse devenir rentable, et c'est justement tout l'objet de ce plan œdème qui basera une partie de l'économie sur le recyclage des déchets à grande échelle. Alors on peut s'attendre à peut-être quelques petits couacs au début, puisque cette technique n'a jamais été encore éprouvée, mais sur le papier en tout cas ça paraît rentable. Donc voilà grosso modo les quelques évolutions qui sont à venir en Mandélsie. On aura plus de précisions dans les prochains mois sur ce plan œdème. Je ne vous ai pas tout dévoilé parce que bon, c'est vrai que je suis un petit peu dans la confidence en tant que compagnon de Justine de Salami. Je sais un petit peu de quoi il retourne, mais j'ai tenu un petit peu ma langue. Ce plan sera dévoilé un peu plus en profondeur dans les prochains mois, comme je viens de le dire. Voilà. Bah, merci beaucoup à Alfred Valamir pour ce point très complet sur toute l'actualité mandelsienne qui est vraiment chargé en ce moment. Merci encore à lui. Un sommet extraordinaire de l'Union Félicienne aura lieu samedi prochain. Le communiqué officiel du représentant de l'Union, George Winston, nous apprend notamment qu'une nouvelle réforme destinée à changer l'UP devrait être adoptée. De nombreuses nouveautés et changements dans le mode de fonctionnement de l'organisation seraient à prévoir. Une réforme donc très importante qui aurait pour but, je cite, d'assurer une nouvelle base solide et rayonnante sur l'ensemble du continent. Ce qui pourrait donc nous laisser penser que cette réforme changera bien au-delà de l'UP jusqu'à l'ONN actuellement en crise, mystère. D'après nos informations, ce sommet serait préparé déjà depuis un petit moment et les rumeurs parlent d'un retour des commissions ou d'élections pour le président. Cependant, toutes ces informations sont à prendre avec beaucoup de prudence et nous en reparlerons après ce sommet de samedi donc. Bonjour Evelyne Whitten, vous êtes en direct d'Edinburgh où vous êtes notre correspondante permanente. Dimanche dernier avait donc eu lieu le second tour des élections sénatoriales en RIG. Alors qu'est-ce qui ressort des urnes de Gold City, Evelyne? Ce qui ressort de ces élections, c'est une nette remontée des conservateurs du PNG qui remportent 176 sièges au Sénat contre 172 pour les libéraux et 138 pour les républicains. Ainsi, le PNG gagne 75 sièges, le PR 36 sièges quant aux libéraux. Ils perdent 115 sièges par rapport aux élections de 2013. Les électeurs sudistes ont donc sanctionné le pouvoir libéral pour sa politique d'immigration, pour répondre aux besoins du marché du travail, mais également pour la charte des provinces de 2013, considérée par ces électeurs
comme une restriction des droits des provinces qui étaient auparavant de jure. Alors que le Sud était entièrement passé aux conservateurs du PNG, une seule exception, le Burgenland. Alors Evelyne, comment se fait-il que la province la plus au sud du érigé soit républicaine? Avant tout, il faut savoir que les républicains ont remporté la province avec 36% des voix contre 35% pour les conservateurs arrivés deuxième. Ensuite, si l'on additionne les blocs de gauche et de droite, on se rend compte que la gauche, GP plus PR plus UD, remporte seulement 46% des voix contre 54% pour la droite, PB, PNG, BN. Ainsi, si l'on analyse plus en profondeur ces résultats, on observe que le bloc national, qui a obtenu 6% des voix, dérobant ainsi des voix au PNG qui a échoué de peu à obtenir la majorité. Pour finir, il faut savoir que le Burgenland est une province conservatrice modérée dans laquelle le PR réalise un de ses meilleurs scores dans les autres provinces du Sud. Avec un Sénat sans majorité et sans coalition, la République impériale est-elle devenue ingérable? Avec un Sénat sans majorité et un Conseil où il n'y a plus de majorité, on pourrait croire que la situation du pays serait complètement bloquée. Or, ce n'est pas le cas. En effet, le pays est une république de type présidentiel, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de premier ministre ni de responsabilité du gouvernement devant le Congrès. Ce faute grave, le gouvernement étant nommé et révoqué par la présidence. Il n'y aura donc pas de responsabilité politique. Là où les choses pourraient se compliquer, ce sera au moment de voter des nouvelles lois qui auraient besoin obligatoirement de trouver un compromis pour celles posant problème. Et autre possibilité, ce serait de former une coalition. Les négociations ont lieu actuellement au Congrès entre la gauche et les libéraux. Quel avenir pour le mandat de Manon Kent, désavoué littéralement par ces élections? Les libéraux sont en difficulté après ces élections. Si la présidentielle de 2017 avait lieu aujourd'hui, Manon Kent se retrouverait sans doute face à un candidat conservateur au second tour. Le Nord voterait libéral sans hésiter. Là où l'élection pourrait se jouer serait dans les provinces du centre. Manon Kent a annoncé qu'elle continuerait la politique qu'elle mène depuis 2013. Elle pourrait également faire alliance avec la gauche, ce qui ne serait pas sans problème pour les libéraux qui jouent le rôle de modérateurs du jeu politique. Manon Kent continuera donc sa politique, refusant de revenir sur la charte des provinces ou sa politique d'immigration dont le pays a grand besoin. Un dernier test décisif aura lieu l'année prochaine lors des élections du Conseil impérial avant les élections présidentielles de 2017. Merci Evelyne, vous étiez donc en direct d'Édimbourg, la capitale de la RIG. Et c'est donc la fin de votre 20h30 traditionnelle avec aujourd'hui les durations d'une nouvelle chronique à la fin de vos JT des chaînes du groupe Polar TV.
Dans ce premier numéro, nous allons parler de ce tout début de saison de l'été 2015. Et les vacances scolaires palariennes commencent dès ce vendredi après les derniers grands examens. Vous serez des millions sur les routes ce week-end pour vous rendre dans l'ouest du territoire pour ainsi profiter de son très agréable climat, surtout autour du Haut-Lac, qui est un véritable Eldorado touristique pour les amoureux du soleil et des plages. Les professionnels du tourisme sont déjà prêts car les premiers touristes sont déjà arrivés. Mais c'est véritablement ce week-end que tout va débuter. Mais c'est également la fin. C'était justement dans cette fin de semaine aussi que les premières vagues de touristes lancastriens vont arriver. Juste pour rappel, ce sont près de 500 millions de touristes par an, surtout l'été, qui passent la frontière pour se rendre au Polaro pour leurs vacances. Et uniquement pour les vacances, donc ne sont pas compris les transfrontaliers ou les autres franchissement de la frontière par des camions par exemple. Les axes routiers près de la frontière lancastrienne comme les autoroutes A11, A19 et A12, mais surtout l'autoroute A6 qui va être utilisée car elle permet de contourner Tola des Phoenix, deux immenses villes lancastriennes assez proches de la frontière polarienne. Les accès routiers de la région frontalière risquent d'avoir donc des centaines de kilomètres de bouchons. L'année dernière, c'était près de 500 kilomètres de bouchons qui avaient été recensés sur les autoroutes frontalières, et ce uniquement du côté polarien. Le Polaro et le Lancaster ayant signé des accords de libre circulation, l'absence de douane fluidifie pourtant un peu ce trafic qui reste saturé tout de même. Mais il n'y a pas qu'à la frontière que les réseaux sont énormément utilisés. L'autoroute A16 qui traverse le Polaro d'est en ouest et qui relie par l'A12 la région de Galax et celle de Verbania risque d'être très fortement embouteillée. Cependant, face à ces autoroutes saturées, d'autres solutions existent, par exemple des lignes LGV, donc à grande vitesse, relient les principales zones de départ des vacanciers, donc le Lancaster et le Cosmos, aux grandes villes balnéaires, Verbania, La Costale, etc. Des tarifs réduits de train ont également été créés spécialement pour les périodes de vacances. C'était notre tout premier carnet de l'été. D'autres seront donc à venir dans vos 20h30 de Polar 2. Après avoir parlé de la pré-saison et des moyens pour se rendre en vacances, dans le prochain carnet, nous parlerons des choses à faire une fois arrivés. C'est la fin de notre édition, c'est faite d'ailleurs difficilement à cause de la chaleur que nous connaissons actuellement, mais pas de répit pour l'actualité. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel @Polaro TV ou sur son site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à bientôt juste après votre série Un flic à Lancaster, saison 3 où le commissaire aura affaire à un tueur de magistrats. Mais juste avant la météo suivie de la météo des plages. Très bonne soirée sur Polar 2.